il y a quelques décennies, représentait l'épouvantail de la dialyse péritonéale. Et si on avait la même fréquence d'infection péritonéale pendant les années 80 qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, à cause de l'infection péritonéale, la DP aurait peut-être disparu de l'arsenal thérapeutique. Quoi qu'il en soit, vous voyez que finalement, grâce à l'utilisation généralisée du système de déconnexion de double poche, les patients en DP ont un taux de péritonite très faible. À Hong Kong, vous avez une augmentation de 2,5% en faveur d'une fréquence de taux de péritonite moindre, avec un taux de péritonite de 1 tous les 35 mois patients, et ceci est démontré chez d'autres similaires à d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada. Et puis, cependant, ils ont montré également qu'il n'y avait aucune différence significative dans les taux d'infection globaux entre les patients hémodialysés en DP, mais les patients en hémodialyse avaient un risque particulièrement élevé de bactériémie dans les 90 premiers jours, alors qu'on ne montre pas cette tendance lors des patients qui avaient des infections péritonéales avec le temps. Ce résultat suggère finalement que le cathéter de dialyse péritonéale tend à être aussi peu problématique que la fistule. En résumé, à Hong Kong, eh bien, la réussite d'un programme dépend bien sûr de la politique de remboursement. Ils ont montré que le coût économique était bien moindre, donc il n'y a aucune raison de ne pas envisager de mettre en place des patients en dialyse péritonéale puisque ça coûte moins cher. Bien sûr, personnel dévoué, expertise, ça, on n'en discute pas. Et puis, les facteurs liés aux patients jouent également un rôle important dans la réussite du programme Sa Pérennité. Mais ils ont continué à travailler, ils ne se sont pas contentés simplement de mettre les patients en dialyse péritonéale, mais ils ont travaillé sur la fréquence des péritonites afin de réduire les péritonites récidivantes, de préserver l'intégrité de la membrane péritonéale qui est la clé du succès de la dialyse péritonéale avec le temps, et d'optimiser l'ultrafiltration puisque l'une des complications majeures, c'est l'hyperhydratation chez nos patients traités en dialyse péritonéale. Alors, qu'en est-il en France? Où en sommes-nous? Si on prend les données du registre Rhin, vous voyez qu'on a 51 000 patients qui sont traités en dialyse avec un traitement de suppléance rénale, et 6% seulement sont traités en dialyse péritonéale avec une moyenne d'âge de 71 ans. Et puis vous voyez donc que la prévalence standardisée par âge et par sexe est de 44 par million d'habitants pour la dialyse péritonéale, 711 pour l'hémodialyse et 607 pour la greffe. Et puis si l'on prend la mortalité toute thérapeutique confondue, la mortalité rénale est de 10,9%. Alors, j'ai dû avoir... Tant pis. J'ai dû avoir une copie. Dommage. J'ai une copie. Okay. Une diapositive qui est passée, c'est sur les disparités régionales. Donc je vais vous le dire sans la diapositive. Donc, simplement pour vous montrer la disparité, c'est pour vous montrer la disparité régionale en France. Vous avez des régions où la dialyse péritonéale est relativement développée, telles que la Basse-Normandie, la Franche-Comté, l'Est, les pays de l'Est, où vous avez à peu près une prévalence qui est aux environs de 10 à 15%, alors que vous avez d'autres régions comme la Picardie, comme l'Occitanie, comme les Hautes-Pyrénées, où ils ont malheureusement une prévalence qui est entre 2 et 8%, du fait d'une autodialyse beaucoup plus importante, car dans ces pays-là, la prise en charge dans ces modalités de traitement est plus en faveur de l'autodialyse que la dialyse péritonéale. Alors pourquoi cette disparité et cette dysfonction en France? Eh bien, je crois qu'il faut se concerter en fonction avec les régions, en fonction de la démographie de la population à prendre en charge, en fonction de l'expérience acquise par chacun d'entre nous, bien entendu, pour essayer de solutionner cette dysfonction et se dire pourquoi en Franche-Comté on développe la DP, en Basse-Normandie on développe la DP et dans d'autres régions on la développe pas. Pour essayer de défendre ma région, en Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Sur les 12 millions d'habitants, vous avez quasiment plus de 10 000 patients. Nous avons 4,2% de prise en charge en dialyse péritonéale, qui représente quand même en nombre de patients 400 patients. Donc on se rassure comme on veut, mais c'est insuffisant par rapport au niveau national. Alors quels sont maintenant les résultats techniques? Eh bien nous n'avons strictement rien à envier aux résultats de Hong Kong. Si on se réfère aux données
du registre de dialyse péritonéale française, eh bien vous avez une survie technique qui est absolument très très satisfaisante, puisqu'à 26 mois, vous avez plus de 50% des patients qui ont une survie technique, et puis vous avez une survie patient qui est de plus de 45 mois, chez plus de 50% des patients pris en charge en dialyse péritonéale. Donc rien à envier aux résultats de Hong Kong. Et puis la fonction rénale résiduelle joue certainement un rôle dans la survie patient, puisque l'avantage de la DP en termes de survie précoce peut être lié à une meilleure préservation, plus grande stabilité hémodynamique à cause de moins de lésions rénales ischémiques, absence de médiateurs inflammatoires générés par le circuit extracorporel, et le maintien de la fonction rénale résiduelle, comme vous le savez, est corrélé à la survie patient. Et puis bien entendu, sur le plan infectieux, et bien de la même façon, rien à envier à nos amis de Hong Kong, nous avons un taux d'infection péritonéale qui est absolument satisfaisant, puisque vous avez une survie indemne de péritonite au-delà de 41,6 mois. Et vous voyez que l'on compare la DPCA à la DP automatisée, il n'y a pas de différence significative, puisque vous avez une infection tous les 37 mois chez les patients traités en DPCA, pour une péritonite tous les 34 mois patients traités en DP automatisé. Et ceci est vrai également chez les patients diabétiques. Il n'y a aucune différence significative que l'on soit diabétique ou non diabétique, et parfois même les diabétiques font mieux puisqu'ils se prennent mieux en charge que les non diabétiques. Et bien vous avez un taux de péritonite une tous les 37 mois en DPCA et une tous les 30 mois, 33 mois en DPA. Donc pas de différence significative que l'on soit diabétique ou non. Alors, on ne peut pas occulter et ne pas évoquer l'effet protecteur de la modalité de traitement qui nous a permis d'avoir une tribune dans le monde où, comme vous le savez, le taux d'infection a été de 3,3% dans la population des dialysés français, soit 13 fois plus que la population française. Et pour la première vague épidémique, comme vous pouvez le constater, 1621 dialysés ont été infectés et 344 patients sont décédés. Le taux de mortalité des patients dialysés Covid-19 a été important, 21% lié à l'âge, comorbidité, et la dialyse à domicile est une modalité d'épuration extrarénale protectrice vis-à-vis du SARS, puisque les données du RDPLF montrent une réduction de contracter le Covid à facteur 2. Seulement 1,8% des 3000 patients francophones en DP ont été contaminés, et c'était un effet protecteur identique en Italie, en Angleterre et au Canada. Et en Angleterre, comme vous le savez, où l'épidémie a été particulièrement sévère, et 9% des patients immobilisés ont contracté le SARS, alors que 2,9% l'ont été en DP. Donc vous voyez que finalement, cette technique de traitement permet de protéger les patients de ce type d'épidémie. Alors, les preuves. Alors, au lieu de parler de barrières et de freins que nous créons nous-mêmes, eh bien, je préfère te parler de preuves au développement de la DP et concernant surtout les raisons économiques à partir du travail de mon ami Diego Stocker. Comme vous voyez, les dépenses totales de la santé pour l'insuffisance rénale s'élèvent à plus de 4 milliards d'euros. Et que si l'on prend le modèle suivant, c'est-à-dire le traitement mensuel par modalité de traitement, vous pouvez constater la dialyse péritonéale non assistée coûte moins cher, la DPCA non assistée coûte moins cher que l'hémodialyse en centre, aussi bien pour la DPCA non assistée que la DPCA assistée. Néanmoins, si l'on parle d'UDM, alors effectivement, l'hémodialyse en UDM coûte moins cher que la DPCA assistée, ou bien évidemment, comme vous le savez, la DPCA assistée, on fait intervenir les infirmières libérales, etc. Mais quoi que l'on dise, on constate malgré tout que la DPCA, la dialyse péritonéale, coûte moins cher que la dialyse que l'hémodialyse. Et puis il ne faut pas oublier autre chose, une chose importante, c'est vrai que ça on a discuté avec Valérie, c'est vrai que les tarifs ont certainement baissé en hémodialyse de plus de 17% en hémodialyse et de 9% en UDM, alors qu'il y a eu quand même une majoration des forfaits hebdomadaires en dialyse péritonéale de plus de 9%. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et la dialyse péritonéale rapporte de l'argent, quoi qu'on en dise. Donc voici, alors maintenant, si on fait la distribution, ceci est impacté également par le profil diabétique. Eh bien, c'est toujours la même chose. La dialyse péritonéale coûte moins cher que les autres modalités de traitement, en particulier les modalités en santé. Alors, l'impact lié au patient, l'information au patient, l'impact.
dire à l'heure actuelle qu'il n'y a plus de contre-indication absolument à la dialyse péritonéale. Ils vont mieux parler de non-indication. Certaines contre-indications absolues sont devenues des contre-indications relatives. L'anurie, les antécédents de chirurgie abdominale, l'obésité sont des non-indications relatives. Il y a une place de l'ADP particulière chez les patients âgés, polyartériels, l'ADP assisté, le rôle essentiel des IDE et des IPA maintenant, des conjoints des aidants. Indication essentielle, bien sûr, c'est le sujet jeune en attente de transplantation, ça c'est clair. La prise en charge des arrivées non programmées peut se faire en dialyse et en particulier en urgence. Et puis, bien évidemment, si l'on présente précocement les techniques de dialyse, quelles que soient les modalités de dialyse à domicile, ne pas attendre, bien sûr, l'urgence. Et puis, bien sûr, on peut démarrer l'ADP dans les 24 à 48 heures. Alors, on parle d'information. Alors, ce que l'on dit et ce que l'on entend. Si j'interroge ici tout ce que vous êtes, vous allez tous me dire que vous faites de l'information prédialyse. Et pourtant, si l'on se fie à la synthèse de l'association des patients rénaux, eh bien, 40% d'entre eux considèrent qu'ils ont été non ou plutôt mal informés mal informés de cette technique en particulier de la dialyse péritonéale. Je crois que le patient a le droit de choisir et il a son mot à dire. Il a son mot à dire dans le choix thérapeutique. Et d'ailleurs, les patients qui sont responsabilisés et qui sont engagés donnent de meilleurs résultats cliniques que les autres. Donc il faut bien sûr intervenir tout le corps médical, médecins, infirmières, IPA maintenant, autres infirmières coordinatrices dans l'information des patients. En sachant que tous les patients ne peuvent pas être en DP, qui peuvent être en DP ou en hémodialyse, et pourquoi pas les deux, une combinaison des deux, hémodialyse, dialyse péritonéale, comme le font nos amis japonais. Donc il ne faut pas être sectaire, il faut être extrêmement flexible dans le choix de la thérapeutique donnée à nos patients. L'essentiel, c'est que les patients puissent avoir un choix. Et en plus, il faut quand même, dans l'information que nous donnons, que nous soyons à l'aise avec la technique que nous proposons. Si nous ne sommes pas à l'aise et que nous n'avons pas une structure qui soit robuste pour recevoir ce type de patient, alors honnêtement, nous ne pouvons pas présenter d'une manière objective l'information à nos patients. Donc, les patients doivent avoir le choix et leur mot à dire dans leur modalité. On parle maintenant de décision partagée, mais quel que soit le terme utilisé, les données sont pour ça, je vous l'ai dit. L'éducation modalité existe-t-elle? Si oui, est-elle efficace? Si de nombreux patients déclarent encore aujourd'hui qu'ils n'ont pas reçu de formation, force est de constater que lorsqu'elle est donnée, 50% des patients choisissent les DP. Comment se fait-il que nous n'ayons pas, à partir d'un modèle mathématique 50% des patients de l'hyperitonéale? Donc il faut voir ce qui se passe après. Le lobbying ambulancier, etc. Pour dire que l'hyperitonéale n'est pas ce qu'on a fait. Donc si nous, les indicateurs, ne sont pas à l'aise, c'est ce que je viens de dire, eh bien, nous ne disposons pas d'infrastructures nécessaires pour la proposer, alors il est impossible de présenter de manière honnête, appropriée les différentes modalités de traitement comme des options égales pour nos patients. Alors, les freins liés au néphrologue, je vais retenir essentiellement qu'une seule information, la formation médicale insuffisante. 30% des répondeurs ont considéré que la formation médicale était insuffisante. Donc il faut absolument, et puis, un élément extrêmement important, ça c'était en France, aux États-Unis, 2 enquêtes menées aux États-Unis auprès des boursiers en néphrologie ont considéré que la formation était inoptimale. 32% des patients ont déclaré avoir fréquenté une clinique externe de DP. 52% ont déclaré que leur stage de DP durait moins de 4 semaines. 52%. 53% ont fréquenté des cliniques de DP entre 0 et 10 jours. 24% des boursiers n'avaient jamais été initiés à la DP et 57% ont initié une DP chez moins de 5 patients et 38% estimaient que la formation était inadaptée. Ces données suggèrent que le monde universitaire a échoué en matière de formation des futurs néphrologues de la DP. Donc il faut absolument que le monde universitaire s'implique davantage, ça c'est d'une importance capitale, et il faut cesser aussi d'isoler l'activité de la dialyse comme étant réservée à des spécialistes de seconde classe, et puis de bannir le terme de transplanteur et de dialyseur qui donne une image négative à notre communauté. Donc là je passe. Donc voilà. Alors finalement, quelles sont les propositions qui seraient susceptibles de modifier la situation actuelle en France? Une fois de plus, l'information est absolument un objectif prioritaire. Mise en place de moyens suivant l'information si complète que possible, dans le choix thérapeutique, décision partagée, etc. Être à l'aise avec les modalités. Pour
les néphrologues et la formation, un soutien accru est une formation continue de la communauté néphrologique. Il faut absolument que la formation ne se fasse pas simplement au sein d'un DU universitaire qui est donné une fois par an, mais localement, au sein des structures universitaires. La formation, elle doit être continue et en faire en sorte que les internes puissent bénéficier de cette formation et revoir le cursus de la formation de nos internes et puis des jeunes néphrologues. Le but ultime est que la formation DP est liée dans chaque centre médical universitaire. Il faudrait que disparaissent ces appellations, ça je l'ai dit. Et puis aussi, il faut repenser notre collaboration avec les généralistes. Ça, c'est d'une importance capitale. Le néphrologue est devenu le généraliste du dialysé. Solution confortable à court terme, mais qui nous prive d'une formation continue de nos collègues. Il faut cesser d'isoler les pratiques comme une activité, ça je l'ai dit, et puis revoir et repenser notre collaboration avec d'autres disciplines néphrologiques telles que la cardiologie. Vous savez très bien que l'une des indications majeures en cardiologie, c'est le syndrome cardio-rénal, où l'ultrafiltration péritonéale joue un rôle fondamental. Et il faut dire à nos cardiologues de nous adresser un peu plus précocement pour traiter l'hyperhydratation réfractaire à tout traitement diurétique chez ce type de patients. Et puis, en étroite collaboration avec la diabétologie, 25% de nos patients sont pris en charge en dialyse péritonéale, il faut le savoir. Et puis la nutrition, qui est d'une importance capitale, puisque vous savez que la nutrition en dialyse péritonéale est un peu différente de la nutrition en hémodialyse, ça aussi c'est capital. Et puis la gériatrie, puisque nous avons une population vieillissante, où les symptômes cognitifs ou l'anxiété doivent être pris en compte chez ces patients. Alors finalement, les propositions applicables pour développer, elles sont extrêmement simples. Implantation du forfait de filière AMRC stade 4-5. But principal, information objective aux patients, diffusion de cette information à l'ensemble des établissements de santé. Libération des autorisations d'exercice de la DAT à l'ensemble des établissements de santé volontaire, sans restriction de statut. Et puis bien sûr, revaloriser les actes des infirmières en DP assistés qui se déplacent, etc. Donc ça, il faut faire un effort financier. Mais l'effort financier, finalement, pour ma part, n'est pas seulement un facteur qui empêche le développement et d'envisager plus souvent de mettre les patients en dialyse péritonéale. Alors finalement, l'avenir, il me reste encore 3 diapos et j'ai fini. L'avenir de la DP commence aujourd'hui. Le débat hémodialyse-DP est un non-sens. Il n'y a pas de supériorité de l'une par rapport à l'autre. Les données de la littérature suggèrent que pour la plupart des patients, les résultats sont similaires avec les deux modalités. Le plus important est d'offrir un choix éclairé de toutes les modalités de traitement existantes. Le patient ne doit en aucun cas faire son choix en fonction du modèle économique. Le patient n'est pas un billet de banque de la méthode de traitement, mais en fonction de son adaptabilité, sa faisabilité et sa qualité de vie prépondérante. Et pourquoi pas une combinaison des deux. Et puis nous devons être très à l'aise avec la transition. DP versus hémodialyse, hémodialyse versus DP. Et cette transition ne doit pas être considérée comme un échec. Nous devons la planifier et en tenir compte, mais bien au contraire, comme la continuité d'un soin. À titre anecdotique, j'ai pris en charge un patient qui était curé pendant 21 ans de sa vie thérapeutique, loi de 3 x 7. 7 ans en hémodialyse, 7 ans en dialyse péritonéale, 7 ans en transplantation. Voilà ce que j'appelle un traitement intégré. C'est la vie d'un patient qui est dialysé. Il va participer à toutes ces techniques, ces modalités de traitement. Il faut cesser, bien sûr, les disparités en matière de reconnaissance de certains forfaits de soins. Et puis, il faut accepter aussi de nous valider et de nous contrôler. Mais il faut faire en sorte aussi que les administrateurs ne se retranchent pas derrière des obsessions sécuritaires et puis laisser la liberté donnée aux professionnels pour innover. Ça, c'est important. Enfin, comprendre et analyser les disparités régionales de la prise en charge, se concentrer au sein de ces régions en fonction des moyens existants et puis bien sûr fonder sur l'expertise locale. Ce n'est pas une maladie honteuse d'aller voir tel centre et de dire comment vous faites et comment fait-on pour développer une technique. Aidez-nous. C'est important de travailler ensemble. Enfin, l'ADP a l'avenir, mais quelle sera l'ADP du 3e millénaire? Vraisemblablement, elle sera certainement très éloignée de la nôtre, avec probablement l'avènement de nouvelles solutions physiologiques encore plus biocompatibles, la diminution des échanges lipidiens, probablement des designs concernant des nouveaux cathéters avec des calibres plus importants pour réduire la qualité des échanges, et pour être compétitive, un protocole adapté aux caractéristiques de chaque patient avec des concentrations hydrolytiques, des agents osmotiques différents, des substances tampons utilisées différents, un volume dialysé à échange différent et personnalisé. Bien entendu, l'utilisation d'une eau stérile et pure pour fabriquer le dialysat
préparé sur place, limitant la manutention et le coût. Et puis la DP par sorbant, hein, c'est une technique par le biais d'un cathéter abdominal qui est connecté au niveau de 2 chambres, avec une chambre avec un filtre, une pompe et des batteries, et puis une autre chambre avec comment dire, un espace de stockage, un espace réservé à l'évacuation du dialysat qui sera lui-même recyclé en alternance au cours d'un seul étanche afin de diminuer, c'est de la dialyse verte, afin de diminuer les besoins énergétiques et les déchets du dialysat. Voilà, et puis bien